Le mercredi 25 avril 2018, Angélique Six, 12 ans, disparaît à Vambrechy, dans le Nord. Elle laisse un petit mot en disant au revoir, bisous, à tout à l'heure, je reviens. Et elle va dans un parc. Le soir, elle n'est pas rentrée chez elle. C'est pas du tout dans ses habitudes de disparaître comme ça sans donner de nouvelles. Rapidement, un témoin va se révéler essentiel pour les investigations. Il a vu Angélique, il a vu un individu arriver qui semblait la connaître, elle aussi. Elle va à sa rencontre. Ils quittent le square ensemble. Un voisin de la fillette va se retrouver au cœur des soupçons. Il y a un individu qui rôde très fréquemment au niveau du square. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, était pour le coup habillé de telle façon qu'il ressemblait quand même au personnage décrit par le petit témoin. Alors effectivement, sur le papier, on se dit pas mal le monsieur. Nuit et jour, les enquêteurs vont travailler sans relâche, en multipliant les investigations. On la veut vivante, on veut la ramener à ses parents vivante. C'est notre leitmotiv, c'est notre ligne directrice absolue. On va faire ce qu'on ferait pour notre propre enfant, tout simplement. Pour retrouver la petite fille, les policiers lillois vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Vendredi 27 avril 2018. Le commandant Franck Martins, chef de groupe à la brigade criminelle de la PJ de Lille, intervient sur une prise d'otage dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Je représente la police judiciaire sur place, puisqu'il va y avoir peut-être une procédure liée à un acte de terrorisme. Sur place, le policier œuvre avec ses collègues de la sûreté urbaine de Lille, ainsi que le procureur de la République. Une opération complexe, mais au terme de laquelle le forcené est interpellé sans qu'il y ait de victimes à déplorer. Je m'apprête à quitter les lieux et j'entends à ce moment-là une conversation entre le procureur de la République et un commissaire de police de la sécurité publique de Lille concernant la disparition d'une petite fille sur la commune de Vambrechy. C'est une petite fille de 12-13 ans qui n'est pas rentrée chez elle depuis presque 48 heures maintenant. Et il penche pour une fugue. L'enfant s'appelle Angélique Six, elle a 12 ans. Elle a été vue pour la dernière fois il y a 2 jours à Vambrechy, à quelques kilomètres de Lille et de la frontière belge. Vambrechy, c'est une ville tranquille de la métropole lilloise, une ville de 10 000 habitants, plutôt résidentielle, prisée pour son cadre de vie, avec un petit port de plaisance. De retour dans les locaux de la PJ, Franck Martins échange avec sa supérieure hiérarchique. Déjà, je lui rends compte de la mission concernant la prise d'otage. Et puis, tout de suite, je lui dis, écoute, en plus, il y a une petite gamine qui a disparu avant-hier sur la commune de Vambrechy. Moi, je trouve que ça pue. Donc, moi, je pense que la PJ, on devrait se saisir de cette affaire. Quand il arrive avec ce dossier, on se dit tout de suite qu'on a les moyens peut-être d'apporter notre technicité, d'apporter aussi des choses qu'on peut faire dans l'urgence. Et on sait très bien que le temps est compté. Mais à partir du moment où on parle d'un mineur dont on est sans nouvelles depuis 48 heures, il y a le bon sens après. C'est pas uniquement parce qu'on est policier ou qu'on est à la PJ ou qu'on est à la brigade criminelle. C'est aussi parce qu'on est parents. Forcément, on transpose, on se met à la place tout de suite des parents. On appelle immédiatement le procureur de la République. Franck Martins le sait. Le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille, le compte à rebours est lancé. Vendredi 27 avril 2018. Jour 1, première heure d'enquête. Il est 15h quand les enquêteurs de la PJ lilloise prennent connaissance du dossier concernant la disparition d'Angélique Six. L'enfant a disparu depuis 2 jours. Il n'y a donc pas une minute à perdre. On parle d'une enfant de 12 ans, donc plus on agit vite, plus on a d'éléments qui peuvent nous intéresser. Et donc oui, c'est une course contre la montre. Les premières heures de l'enquête sont cruciales. En attendant d'être saisi officiellement par le parquet, on prend des contacts avec les enquêteurs, on essaie de gratter 2-3 éléments, on essaie de comprendre un peu l'environnement, où ça se passe, pour déjà prendre connaissance de quoi on parle, c'est-à-dire de quoi s'agit-il. On a commencé à lire le dossier. Effectivement, dans ce dossier, on s'est rendu compte que cette petite de 12 ans, on a eu sa photo, elle en faisait 10.
La famille Six, c'est une famille modeste. Corinne, la maman, est mère au foyer. Frédéric, le papa, touche une allocation handicapée depuis quelques années, après 2 AVC successifs. Ensemble, ils ont 2 enfants, 2 filles. Anaïs, l'aînée, qui a 21 ans, et donc Angélique, la petite dernière, qui a 12 ans. La petite dernière, c'est un peu la petite chérie. Elle est choyée, elle est aimée, elle est entourée. On ne décèle absolument pas un problème familial. Elle est élevée avec de l'amour, dans un cadre équilibré. Voilà, ce sont des gens qui aiment leurs enfants et qui les élèvent très bien. Une petite fille attachante qui jouait beaucoup dehors dans le parc de jeux, qui n'hésitait pas à aider les voisins à porter des courses quand ils revenaient avec des sacs un peu lourds. C'est une petite fille comme on aimerait en avoir quand on a des petites filles. On apprend qu'Angélique, ce mercredi 25 avril, ne réintègre pas, comme à son habitude, le domicile parental. Et elle est sortie cet après-midi, juste après avoir goûté. Elle laisse un petit mot en disant au revoir, bisous, à tout à l'heure, je reviens. Et elle va dans un parc. C'est un petit quartier tout tranquille où les enfants ont l'habitude d'aller et venir. Tout le monde se connaît plus ou moins. Et donc au cœur de ce quartier, il y a ce parc de jeux où les enfants ont l'habitude de jouer pendant les vacances, le week-end, le mercredi après-midi. Et les parents laissent les enfants jouer librement en jetant un petit coup d'œil par la fenêtre de temps en temps. Mais le soir venu, Angélique tarde à rentrer dans l'appartement familial. Ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Elle les tient toujours au courant, elle échange beaucoup de textos avec sa sœur. Et donc voilà, et là ses parents et sa sœur sont très inquiets. La famille met en place tout de suite des recherches, qu'elles soient physiques ou par le biais des réseaux sociaux. Ses parents et sa sœur commencent à inspecter un peu le quartier, à faire des tours dans Vambrechy pour essayer de la retrouver. Les amis d'Angélique sont contactés, mais personne ne sait où la fillette se trouve. En proie à l'angoisse, ses parents alertent le commissariat de Marcq-en-Barœul, situé à côté de Vambrechy. Sans perdre de temps, les policiers procèdent au premier acte d'enquête d'usage. Audition de l'environnement familial. On va voir les gens qui sont censés être allés au square au même moment. Est-ce que vous avez vu une petite fille? On élargit l'enquête de voisinage. Les policiers commencent à inspecter le quartier dans l'après-midi, le quartier de l'Agrippin, des endroits un peu reculés, des endroits où il y a des garages. Les premières patrouilles sillonnent Vambrechy et puis ce quartier de l'Agrippin pour essayer de retrouver des éléments ou la trace d'Angélique. Il y a aussi une brigade fluviale des pompiers qui est dépêchée sur place pour inspecter la Deule également. Un chien renifleur est également sollicité pour remonter jusqu'à la fillette. On lui donne un t-shirt d'Angélique, le chien va renifler l'odeur. Le chien suit un itinéraire, on va dire, remonte une rue et s'interrompt à un moment donné. L'animal marque l'arrêt ici, rue du Général Leclerc, à seulement 300 mètres du domicile d'Angélique. Il va marquer au niveau d'une habitation qu'on va faire de fond en comble, y compris les voitures. On a fait les chambres et le maître chien nous indique qu'il marque fortement dans cette rue, mais qu'après l'odeur semble avoir disparu. Après avoir discuté avec le maître chien, ce qui compte dans les recherches avec les chiens, c'est aussi le délai entre la disparition et les recherches, puisque les odeurs sont volatiles. On est en milieu urbain, donc c'est extrêmement pollué en termes d'odeurs. Les odeurs se succèdent. L'étude de la téléphonie sur le portable d'Angélique ne donne pas plus d'éléments de réponse. Le bornage du téléphone d'Angélique va nous apprendre que son téléphone a été actif le jour de sa disparition à 16h23 où elle envoie un SMS à une copine. C'est la dernière borne que le téléphone accroche pour une communication effective. Ensuite, il n'y aura plus aucune communication reçue ou émise par la victime. L'inactivité des téléphones, ça c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que une ado, son téléphone, c'est sa vie. La fillette semble s'être volatilisée. Pour les policiers de Marcq-en-Barœul, cette absence d'éléments fait apparaître un nouveau scénario. Et si Angélique était partie de son plein gré? Les collègues de Vambrechy ou de sécurité publique se sont dit bon, un enlèvement comme ça en plein jour à 4h30, c'est quand même assez surprenant. Donc ils sont partis sur cette idée de fugue, puisque cette petite fille, on savait qu'elle était active. La thèse de la fugue ne peut pas être écartée parce que en France, il y a un enfant qui disparaît toutes les 12 minutes et dans 95% des cas, dans plus de 95% des cas, c'est une fugue. Alors Angélique a-t-elle fugué?
Où a-t-elle été enlevée? Il y a urgence à la retrouver. Jour 1, 4e heure d'enquête. Il est un peu plus de 18 h quand la nouvelle tombe. La police judiciaire de Lille est officiellement co-saisie de l'enquête avec la brigade des mineurs. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Ça veut dire qu'il y a 2 services différents qui vont s'occuper de la même affaire. Bien évidemment qu'on ne va pas faire les mêmes choses chacun de notre côté. On se répartit les tâches et on mettra ensuite en commun nos recherches, le résultat de nos investigations pour voir qu'est-ce qu'on peut éliminer, qu'est-ce qu'il faut creuser, etc. C'est la chef de groupe Anne Priem, officier de permanence, qui est chargée de diriger l'enquête. Quand tout va mal, on va chercher Anne Priem. C'est une collègue qui a les épaules, qui a l'habitude de gérer les situations tendues, on va dire, et puis qui est humainement quelqu'un de très costaud, très forte humainement. Tout de suite, ce groupe d'enquêteurs est unanime. L'hypothèse de la fugue ne tient pas. Il y a des tas de mineurs qui fuguent, il y a des tas de disparitions qui peuvent être inquiétantes, mais qui ne le sont pas finalement. Mais dans cette affaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde nous dit Angélique ne veut pas avoir fugué, ça ne lui ressemble pas, c'est pas son caractère. Et donc nous, assez vite, on relaye évidemment ces avis-là. La machine PJ se met en route avec une obsession. Retrouver Angélique, saine et sauve. Le but, c'est de la retrouver vivante. Cet espoir va nous permettre un engagement à 100%. Bien sûr, on y croit. C'est ce qui nous guide forcément, tous les enquêteurs. On la veut vivante, on veut la ramener à ses parents vivantes. On se retrouve d'un seul coup en charge avec une responsabilité de se dire si je ne prends pas la bonne décision dans le bon timing, ça peut jouer sur la vie d'un enfant. Donc effectivement, c'est une grosse responsabilité. Ouais. C'est alors qu'un témoignage parvient aux enquêteurs lillois. Un garçon de 10 ans, Jordan, s'est signalé auprès de la police en disant qu'il a vu Angélique le mercredi après-midi dans le parc de jeux. Il a vu Angélique, qu'il n'est pas forcément ami avec elle, mais il a vu un individu arriver qui semblait la connaître, elle aussi, qui était porteur d'un short, des tongs aux pieds, et elle va le suivre. Et il la voit disparaître au bout de la rue. C'est le dernier qui a pu voir Angélique. Il explique par où il passe, le long du square, etc. Et il explique même à quel moment il est perdu de vue. Son témoignage est très précis. Il est répété. Ce témoignage interpelle d'autant plus Franck Martins, qu'il se souvient du trajet effectué par le chien de la brigade cynophile. Le chien part à partir du point de départ d'Angélique selon le même itinéraire que nous avait donné le petit témoin. Donc voilà, on se dit, bon, le chien quand même, il s'est pas gouré au départ. Où est Angélique? Est-elle seulement encore en vie? Les policiers ne le savent pas encore, mais l'enquête va brusquement s'accélérer. Jour 1, 5e heure d'enquête. Il n'y a pas une minute à perdre pour les enquêteurs lillois qui se rendent dans l'immeuble dans lequel vit Angélique. L'objectif, savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose le jour de la disparition de l'enfant. Un voisin leur parle d'un certain Jacques qui aurait la quarantaine et dont le profil pourrait être intéressant pour l'enquête. Il y a un individu qui rôde très fréquemment au niveau du square, il est en vélo, il est toujours en short et il porte des claquettes ou des tongs. Donc forcément, ce témoignage nous paraît important, même crucial. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, était pour le coup habillé de telle façon qu'il ressemblait quand même au personnage décrit par le petit témoin. Et donc il est identifié. Il est connu pour des infractions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant. Alors effectivement, sur le papier, on se dit oui, pas mal le monsieur, son parcours, oui, ça peut correspondre. Et donc son signalement m'intéresse, son profil m'intéresse parce que tout est réuni pour qu'on se dise c'est pas possible que cet homme-là n'ait aucun rapport avec la disparition d'Angélique. Donc on va se diriger de suite à son domicile. Quelques minutes plus tard, le groupe se présente chez cet homme. Il n'y a personne à son domicile. Peut-être que derrière, il y a Angélique. Peut-être qu'elle est encore en vie. Peut-être qu'elle est séquestrée. On va aller chez son père afin de le retrouver, puisque les riverains nous disent qu'il est souvent chez son père. Et il n'est pas non plus chez son père. Là, pareil, on discute, on perquisitionne, on
on écoute. Et chez son père, tout de suite, nous dit ah oui, vous venez pour l'affaire Angélique. Et ce fait-là nous fait dire tiens, c'est bizarre qu'il nous parle de cette affaire. Et il vient nous dire oui, toute la semaine, il n'est pas venu, j'ai pas vu mon fils, je trouve ça bizarre. Il y a une sorte d'adrénaline, hein, on se dit on est peut-être pas loin du bout. Au même moment, le suspect est reconnu par une patrouille à proximité de son domicile. Et donc immédiatement, il est interpellé, bien sûr, et lui, il est placé en garde à vue, tout de suite. Il est surexcité, il est très énervé, il vit très mal cette arrestation. Alors qu'Angélique Six a disparu depuis plus de 2 jours, le suspect est placé en garde à vue et conduit dans les locaux de la PJ de Lille. Jour 2, 10e heure d'enquête. Il est minuit quand débute l'interrogatoire de l'homme. Il faut aller vite. Encore une fois, le temps est compté. La garde à vue, c'est 48 heures en matière criminelle. On va à l'essentiel. Face à la chef de groupe, l'homme clame son innocence. Il le jure. Il n'a rien à voir avec la disparition d'Angélique Six. Et il est très véhément sur son innocence, il n'a rien à voir. Alors ce qui va commencer à nous mettre un petit coup au moral, c'est que l'agression sexuelle qu'on lui reproche, c'est sur son garçon. En sachant qu'il y a très peu de pédophiles, un pourcentage qui aime bien les garçons et les filles, mais souvent, le pédophile aime les petites filles ou aime les petits garçons. Mais lui, il semblait aussi très sincère sur son innocence. Anne Priet me dit c'est pas le bon parce que voilà, déjà, il correspond pas au signalement donné par le petit. Et puis, Anne Priet, quand elle entend quelqu'un en garde à vue qui est soupçonné d'avoir enlevé une petite fille, je peux vous garantir que les choses sont bien faites. Après 1h30 d'interrogatoire, l'homme est conduit en cellule où il va passer la nuit. Le temps pour les policiers d'amasser plus d'éléments à charge ou à décharge. On se dit, on n'a pas assez d'éléments, on le fait patienter dans les geôles en espérant que ça le perturbe. Pas question pour autant pour les policiers de la brigade criminelle d'aller se reposer. Ils décident de tenter le tout pour le tout afin de retrouver Angélique. Samedi 28 avril 2018. Jour 2. 12e heure d'enquête. Il est 2h du matin. Franck Martins et Anne Priem décident de refaire le trajet emprunté par le chien pisteur. On n'a pas sommeil, on est sur les nerfs, on a dû boire plusieurs litres de café déjà, et donc on ne va pas aller se coucher. C'est inconcevable d'aller se coucher. On est avec Franck et on parle de ce chien qui a marqué un arrêt. Pourquoi il s'est arrêté? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on aurait raté? On veut être connecté, on veut être en connexion avec Angélique. Donc on veut passer par là où elle est passée, on veut conserver ce petit lien qui existe. Il retourne rue du Général Leclerc, là où le chien avait marqué. En fait, sur le trajet, on voit une rangée de box, en fait. Ce sont des box qui sont derrière la maison au niveau de laquelle le chien s'était arrêté. Là, on est vraiment juste à côté de l'endroit où le chien s'était arrêté. Et en voyant tous ces box, les enquêteurs se disent qu'effectivement, ça pourrait être une bonne cachette pour celui qui a enlevé Angélique. Mais impossible pour l'heure d'ouvrir et de fouiller ces box. Il y a des heures légales de perquisition. On ne peut pas perquisitionner un local d'habitation, y compris les garages, de 21h à 6h du matin. Donc on a bloqué pas mal de lieux en mettant des gardes statiques de la sécurité publique à garder les lieux jusqu'à 6h. Et là, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, là, on est en pleine nuit, donc on peut bien évidemment pas péter les box, tout ouvrir, machin. Donc on essaie de voir s'il n'y a pas avec nos petites lumières des petits interstices pour pouvoir à l'intérieur. On essaie de vérifier ce qu'on peut faire déjà. Et à taper, et à coller notre oreille à savoir si on entendait des gémissements, à crier Angélique. Je pense que son prénom a été crié, hurlé même toute la nuit, quoi. Angélique est-elle retenue dans l'un de ces garages? Les enquêteurs vont bientôt en avoir le cœur net. Jour 2, 16e heure d'enquête. À 6h tapantes, serruriers et policiers scientifiques arrivent sur les lieux. À 6h, on était présents pour fracturer les garages, ou du moins demander aux occupants, s'ils étaient là, de venir ouvrir les garages. Et regarder s'il n'y a pas, malheureusement, la petite Angélique de séquestrer dans l'un des box. Mais aucune trace d'Angélique n'est décelée ici. Sur place, la déception est immense, mais le temps presse. Le suspect est toujours en garde à vue. Tout le monde rentre donc à la PJ. Savoir si on n'a pas raté quelque chose et à préparer ce qu'on va faire. C'est un peu... En s'apparente, c'est peut-être pas le mot juste, mais à une guerre. Mais là, je vous cache pas que l'angoisse
commence à monter très sérieusement. On sent l'inquiétude qui ne cesse de monter, mais personne ne se démobilise, c'est pas ça qui nous arrête. La police judiciaire, on est là pour persévérer jusqu'à ce qu'on trouve. Sans éléments concrets à l'encontre de leur unique suspect, les policiers décident de réentendre le seul témoin qu'ils ont, Jordan, le dernier à avoir vu Angélique vivante. Jour 2, 20e heure d'enquête. À 10h, Jordan se présente à la PJ de Lille, accompagné de ses parents. Ce petit témoin, il est formidable parce qu'il a une maturité incroyable et puis un aplomb dans ses déclarations. Déjà, on se dit, bon, lui, il est crédible, on a une bonne piste avec lui, il faut l'exploiter au maximum. Il parle de quelqu'un avec un peu d'embonpoint ou costaud, légèrement dégarni, châtain, et porteur d'un bermuda beige, d'un gilet à capuche foncé et de tongs. Les enquêteurs présentent alors à l'adolescent une photo de leur suspect. On le met dans le cadre d'une parade, comme on dit, au milieu de plusieurs personnes, bien évidemment. Et donc on lui demande si parmi les personnes qu'on lui présente, est-ce qu'il y a le monsieur avec lequel Angélique serait partie? Et il nous répond non, pas du tout. En accord avec le procureur de la République, la décision est prise de lever la garde à vue de l'homme. Je ressens de la déception parce que je me dis, là, on est mal barré, quoi, parce qu'on en trouve un, entre guillemets, qui coche pas mal de cases, et on est le bec dans l'eau, et il faut se résoudre au fait que ce soit pas le bon. Et là, effectivement, la déception, elle est grande. Mais grâce à Jordan, une carte reste à jouer. On va établir un portrait robot avec cet enfant qui nous permettra de le diffuser aux collègues qui sont sur le terrain, à la tenue, qui vont inonder Vambrochy et les alentours, en ayant toujours ce portrait robot et la photo d'Angélique dans leur poche. En parallèle, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est consulté. On va demander à des administratifs de consulter le fichier avec nos informations, à savoir qu'on va donner une tranche d'âge similaire à celle que Jordan nous a donnée. On va affiner sur le fait qu'on cherche quelqu'un qu'elle connaît, donc par rapport à tous les points de chute, toutes les adresses, le collège, son adresse familiale. Le fichier sort alors l'identité de 9 personnes. 9 personnes parmi lesquelles se trouve celui qui a enlevé Angélique. Samedi 28 avril 2018. Jour 2, 27e heure d'enquête. À 17h, c'est le coup de tonnerre. Parmi les 9 personnes sélectionnées par le fichier, un nom va retenir toute l'attention. On va apprendre dans ses recherches documentaires qu'il a habité immédiatement dans l'environnement proche d'Angélique, puisqu'il était un voisin, en fait, de la famille Six, quelques années auparavant. Donc Angélique le connaissait suffisamment pour le suivre, sans avoir peur, puisque elle avait déjà l'habitude de le voir. Son nom, c'est David Rameau. Il a 45 ans, il est chauffeur de car et il est marié et père de famille. Alors, la première chose, c'est qu'il habite dans l'avenue où le chien a marqué. Donc déjà, on se dit que la coïncidence est quelque peu troublante. Et surtout, l'homme a un passé sombre. On va se rendre compte que c'est un homme qui a commis 3 viols dans le passé, pour lesquels il a été condamné. Et parmi ces viols, il y a le viol d'une jeune mineure. C'était sur une jeune fille qui allait avoir 13 ans, le même âge qu'Angélique. Il a menacé cette jeune fille avec un couteau, l'a emmenée dans un endroit un peu reculé, et elle l'a ensuite violée en étant très menaçant, en disant que si elle bougeait, il n'hésiterait pas à la tuer. Voilà, c'était vraiment très violent. Pour ces faits, David Rameau a écopé d'une peine de 9 ans de détention. Depuis sa sortie de prison, il y a 18 ans, l'homme n'a plus fait parler de lui. Là, c'est même plus une question d'être de la PJ ou d'être enquêteur, c'est du bon sens. À partir du moment où vous avez un ancien voisin de la famille de la victime qui est connu pour un viol sur une mineure, le minimum, c'est quand même d'aller faire quelques vérifications sur cette personne. Et on a une photo récente qui colle très bien même avec le portrait robot qui a été établi par le jeune Jordan. Donc ça fait encore un élément supplémentaire qui nous laisse à penser qu'on est quand même sur une très bonne piste. Dans notre jargon, ça peut sentir bon, il faut aller vite. On va le placer
number one sur notre liste et c'est sur lui que vont se concentrer toutes nos investigations à partir de ce moment. Il y a une sorte d'excitation à enfin d'avoir une piste plus que crédible. On veut partir tout de suite, quoi. Après, bon, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on répartisse les tâches. La décision est immédiatement prise d'aller interpeller l'homme pour le placer en garde à vue. C'est Raphaël Philippot qui est chargé de l'opération. Je commence déjà à réfléchir aux pistes de questionnement, sur quel point je vais pouvoir l'interroger, voire l'amener à nous dire la vérité, et notamment nous désigner le lieu où se trouve Angélique, en espérant qu'elle soit toujours en vie. Jour 2, 30e heure d'enquête. Il est 20h30 quand les enquêteurs de la PJ de Lille se présentent au domicile de David Rameau, à Vambrechy. C'est son épouse qui ouvre la porte. On va tout de suite se présenter à Madame Rameau, qui est surprise de notre arrivée. Nous sommes face à l'épouse de David Rameau, ainsi qu'à ses 2 enfants qui sont en train de dîner paisiblement. On va essayer de tout faire pour garder notre calme, notre présence d'esprit. L'épouse de David Rameau leur explique que son époux n'est pas là, qu'il est actuellement au travail, à quelques kilomètres de là. Il est chauffeur de bus dans la société Transpol et il finit son service à 21h30 dans une commune à quelques encablures, à Waterloo exactement. Une équipe part aussitôt au dépôt de bus à Waterloo pour l'interpeller. Pendant ce temps, Anne Priem interroge l'épouse de David Rameau. Elle veut en savoir plus sur l'emploi du temps de son mari le jour de la disparition d'Angélique. Et là, on va apprendre de suite qu'elle n'a pas été là, qu'elle est partie à Orange avec ses 2 garçons et que David Rameau était seul. Et en plus, il ne travaillait pas mercredi. Son épouse, disposant de ses codes d'accès à son emploi du temps professionnel, consulte son emploi du temps professionnel devant nous et on constate effectivement que ce jour-là, il est en repos hebdomadaire. Je me dis, il a été libre pendant 1 semaine et peut-être qu'elle n'est pas encore morte. Les enquêteurs sondent l'épouse de leur suspect. Se doute-t-elle de quelque chose ? Elle est catégorique. Madame Rameau nous assure qu'elle n'a aucun doute sur son mari. Il s'est toujours bien comporté en bon mari, en bon père, et qu'elle est sûre d'elle. Il ne peut pas être impliqué dans cette affaire. Pourtant, lorsque David Rameau est venu la chercher à la gare, il aurait tenu des propos étranges. Alors qu'il parlait de la disparition de la petite Angélique, il lui glisse à l'oreille « Je vais sans doute être entendu ». Alors, je vais sans doute être entendu, il explique de par mon passé, etc. Mais bon, quand même. Le domicile des Rameau est fouillé de fond en comble. On fait une perquisition vraiment très longue, et avec le Blue Star toujours à la recherche de traces de sang. La maison est retournée. Je peux vous dire que, bien sûr qu'on cherche Angélique, bien sûr. Et la maison est retournée complètement. Oui. Angélique n'est pas là, mais la perquisition n'est pas sans intérêt. J'ai une dame qui au départ va défendre son mari, qui comprend pas, et qui va se liquéfier au fur et à mesure de la perquisition. Et elle va se rendre compte qu'on trouve du bois bandé. Donc c'est un stimulant, on va dire, érectile. Et elle nous dit qu'elle comprend pas parce qu'elle est demandeuse, elle, de rapports sexuels et pas lui. Donc elle comprend pas. 2 comprimés manquent dans la plaquette. Un ticket de caisse indique qu'ils ont été achetés le matin de la disparition d'Angélique. Et là, lorsqu'on demande à sa femme est-ce qu'elle est au courant, etc., elle est stupéfaite parce que elle se dit mais alors là, je ne comprends pas ce que ça fait chez moi. On va saisir l'ordinateur, on voit tout ce qu'il y a des traces de navigation liées à la pédopornographie. Donc on comprend que qu'il a toujours ses pulsions en lui, quoi. Au même moment, à quelques kilomètres de là, sur le parking du dépôt de bus, Raphaël Philippot interpelle David Rameau. Je me présente en tant qu'enquêteur de la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille. Je lui explique que nous sommes là dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Angélique. Je lui explique que dans ce cadre-là, nous allons le mettre en garde à vue, ce qu'il comprend calmement. Il dit oui, je comprends tout à fait. Je me doutais un petit peu de votre future venue. Compte tenu de mon passé, je me doutais que vous alliez venir m'entendre. Les policiers lillois sont-ils cette fois sur la bonne piste ? Ont-ils encore une chance de retrouver Angélique vivante ? Jour 2, 32e heure d'enquête. Il est un peu plus de 22 heures lorsque David Rameau pénètre dans les locaux de la PJ de Lille. David Rameau ne donne pas l'impression de quelqu'un qui est à l'aise. On sent qu'il y a quelque chose qui le paralyse, qu'il n'est pas bien.
Et puis je rédige donc sur procès-verbal cette notification de mise en garde à vue et lui tends pour qu'il lise. Et il prend le procès-verbal en main et le lit quelques instants. Et puis brusquement, il va le replaquer sur le bureau en me disant bon, laissez tomber, c'est moi, j'ai enlevé la petite Angélique, je l'ai violée, je l'ai étranglée, elle est dans un bois à Quesnoy. Dans le bureau, c'est la sidération. Raphaël Philippot s'empresse de le consigner sur procès-verbal. Je lui demande confirmation de ses propos, ce qu'il confirme. Je laisse mon collègue le surveiller et je descends immédiatement aviser ma hiérarchie locale, qui est en présence d'ailleurs des enquêteurs de la brigade des mineurs de la sûreté urbaine de Lille. Ils sont tout autant que moi sidérés. Forcément, la petite flamme qu'on avait jusqu'à présent, ce petit espoir de retrouver Angélique vivante, vient de s'éteindre. Ça nous met un coup de massue. On va immédiatement s'interroger sur est-ce que c'était évitable? Est-ce que on a mal cherché, on a mal mené nos investigations et que si on avait mieux fait, on pouvait la sauver? Il y a un peu de colère, je pense, de me dire bon ben ça y est quoi, on a échoué, elle est morte. En revanche, il va falloir rapidement se reprendre, pas se laisser envahir par la douleur et persévérer, puisque maintenant on va rentrer dans une seconde phase, à savoir tenter de circonstancier ses aveux sur procès-verbal afin de retrouver le corps d'Angélique. À la PJ de Lille, David Rameau se met à table. Elle nous raconte que le 25 avril, se trouvant seul chez lui et en journée de repos hebdomadaire, il a décidé de partir sur l'île. Il prend le bus, il achète quand même une boîte de médicaments, il explique qu'il a des problèmes érectiles. Il rentre dans un sex shop et il demande des médicaments pour favoriser cette érection. Il va sortir du sex shop après avoir réglé en espèces, bien entendu, afin de laisser un minimum de traces. Il rentre chez lui. Il s'installe dans son logement, il consomme de la drogue et il consomme de nouveau des gélules qu'on appelle des gélules de bois bandé. Il expliquera que par la suite, c'était pour voir un petit peu le délai entre la prise de médicaments et les effets normalement censés en découler. Puis il va s'assoupir et se réveiller un peu groggy vers 16h, 16h30. Donc il va cheminer dans la ville aux alentours de son domicile en se dirigeant vers le parc et l'aire de jeu dans laquelle se trouve Angélique. Il a eu une pulsion et il va aller au contact de la petite Angélique. Et il va lui dire qu'il a un petit cadeau pour ses parents. Enfin, il va l'appâter comme ça, il va lui demander de la suivre. Alors elle, forcément, elle le connaît comme un ancien voisin, elle se méfie pas, elle le suit. Et à ce moment-là, le piège se referme. Ce sont ses propos sur elle et sur lui. Arrivé à son domicile, David Rameau propose un jus d'orange à Angélique et se montre de plus en plus pressant envers elle. Il va lui demander si elle a un petit copain, si elle a déjà fait l'amour. Ce à quoi elle répond fermement, malgré son jeune âge. « Ben non, je suis trop jeune ». Insidieusement, il va se rapprocher d'elle et lui passer la main autour de l'épaule. Elle va paniquer, elle va essayer d'utiliser son portable et il va lui prendre. La scène monte en violence. Il va la conduire dans le cabinet de toilette. Elle va le supplier d'arrêter, elle va lui dire « tu me laisseras partir », etc. Parce qu'il nous explique même ce qu'elle a dit. C'est affreux, hein, c'est affreux. Il la viole, et puis là, sachant que forcément, il veut pas retourner en prison, donc il va l'étrangler avec son pantalon. L'agression, selon lui, a duré pas plus de 15 minutes entre leur entrée dans le domicile et le décès d'Angélique. David Rameau, très vite, reprend le contrôle de lui-même, si tant est qu'il l'ait perdu un moment, finalement. Il va nettoyer très vite sa maison, il va se doucher,
Il va jeter ses vêtements et ceux d'Angélique dans une benne. Il va mettre le corps de la petite Angélique dans une valise. Il va mettre cette valise dans le coffre de sa voiture. Il va se rendre à un Jardiland pour y acheter une pelle. Et là, on voit bien qu'en fait, il reprend le contrôle de la situation et ça revient un monstre froid qui cherche à s'en sortir. Il va dans une espèce de petit bois. Et là, il gare sa voiture, il descend avec sa pelle, il essaie de creuser pour enterrer le corps et la terre est trop dure, il n'y arrive pas. Donc du coup, il va sortir le corps de la petite Angélique de cette valise. Et après, muni de branches de bois trouvées sur place, il va s'attacher à pousser le corps sous des branchages et sous des ronces pour le dissimuler au mieux. Et il va se débarrasser de la pelle, comme ça, au milieu du bois. Et rentrer à sa maison, nettoyer la voiture, jeter la valise dans un conteneur. À minuit 20, les aveux de David Rameau prennent fin. Il a parlé plus de 2 heures sans discontinuer. Mais la nuit n'en est pas pour autant terminée pour les enquêteurs, qui doivent maintenant retrouver le corps d'Angélique Six. Dimanche 29 avril 2018. Jour 3, 35e heure d'enquête. À 1h du matin, le transport sur les lieux commence. On arrive sur une zone qui nous est désignée par David Rameau et bon, on voit la zone, on se dit bah, ça va pas être simple. On est vraiment dans la nuit noire, il n'y a aucun éclairage public, il n'y a rien du tout. Je n'ai cessé de penser à une chose, comment j'allais réagir en découvrant le corps d'une petite fille de 12 ans. Parce que ça m'était jamais arrivé auparavant. Dans un silence de cathédrale, tous suivent les indications de David Rameau. Nous voilà partis avec lui, qu'on tient à monoter, et puis qui nous dit je suis passé par là, j'ai remonté ce petit sentier, j'ai traversé cette petite clairière et on progresse dans la forêt, etc. À la lueur des lampes torches, et il dit c'est par ici, et effectivement dans le faisceau lumineux de ma lampe torche, je vois un pied. Et là, tout le monde se fiche. C'est une chape de plomb qui s'abat sur tout le monde. C'est le genre de choses qu'on aimerait ne pas voir. David Rameau, lui, reste impassible. Lui, il est, je dirais, fantomatique. Fantomatique. En fait, on dirait une silhouette dans la nuit, sans âme, un fantôme. Quelqu'un de froid. Il vous a guidé à ce corps d'une petite fille là, qui gît comme s'il était parti aux champignons. C'est terrible. Et au bout de quelques minutes, il va demander s'il peut quitter les lieux et patienter dans le véhicule alors que nous allons poursuivre les constatations. Un médecin légiste arrive sur les lieux. Pour lui, il n'y a pas de doute. Angélique a été étranglée. Beaucoup de traces, une trace, la lèvre éclatée, son niveau sanguinolente, elle a des ecchymoses partout au niveau des genoux, elle a le visage tuméfié, elle a vécu un calvaire. L'autopsie confirmera que la petite fille a bien été violée. Le côté rare de cette affaire, c'est que tout est corroboré. Les constatations, les déclarations, les témoignages, les résultats de la médecine légale, je veux dire, c'est rare que dans une affaire, tout aille dans le même sens. Et je reste en effet près de David Rameau. Et il dit qu'il a honte, qu'il est un monstre, qu'il va se suicider. J'ai essayé de lui dire qu'il fallait que désormais il respecte enfin Angélique et sa famille et qu'il montre sa présence lors du procès qui interviendra plus tard. En pleine nuit, la famille de la petite fille est prévenue de la terrible découverte. Alors voilà, c'est Anne Priem qui va s'y coller. On a tous conscience de ce que ça représente. Moi, je me refais 45 fois le film de ce que je vais dire, de ce que je vais leur annoncer, comment je vais leur annoncer. En fait, jamais je vais prononcer ce que j'ai dit dans ma tête, parce que ça se passe pas comme ça. Et ouais, non, vous êtes mal, on est mal. On est mal parce que ils vont ouvrir la porte, ils ont compris, quoi. Ils ont vu nos têtes, et je sais même plus ce que j'ai pu dire. Voilà, j'avais qu'une hâte, en fait, c'était de quitter les lieux. C'était de fuir, parce qu'il y a vraiment un sentiment de trahison vis-à-vis d'eux, parce qu'on leur avait fait aucune promesse, mais néanmoins,
on leur a annoncé que, voilà, qu'elle était morte, et en plus dans des conditions horribles, qu'elle avait vécu un calvaire. Et ça a été un des pires moments que j'ai pu vivre. Alors, apprendre à des parents qui ne reverront plus jamais leur enfant de 12 ans, c'était très très dur, franchement très très dur. Ce terrible dénouement laisse un goût des plus amers aux enquêteurs lillois. Jusqu'au bout, ils ont cru pouvoir ramener la petite fille vivante à ses parents. L'ambiance est lourde parce qu'on fait tout ça avec une simple douche. Lundi 30 avril 2018. Jour 4, 76e heure d'enquête. Palais de justice de Lille. Il est 18h lorsque David Rameau est présenté au juge d'instruction, qui le met en examen pour séquestration, viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Les enquêteurs restent hantés par une question. L'homme a-t-il pu faire d'autres victimes ? On va faire un appel à témoins qui va nous permettre d'alerter tous les commissariats de France s'ils ont eu sur ces lieux de résidence, notamment en vacances, sur le fait qu'il soit conducteur. Donc on va voir sa ligne de bus. Nous n'avons pas trouvé de fait qu'on pourrait lui reprocher. En revanche, par expérience, je sais que ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que ça n'existe pas. Celle qui a dirigé l'enquête reste aujourd'hui encore très marquée par cette affaire et garde une pensée émue pour toutes les victimes du dossier. Quand David Rameau a tué Angélique, il tue la famille d'Angélique, mais il tue aussi sa propre famille. Il va en faire une famille de parias, ses enfants vont être insultés, ils vont devoir changer d'école. Sa femme, c'est la femme de l'assassin. Alors certains vont dire oui, elle devait savoir. Pas forcément, non. Les pervers, les prédateurs, les pédophiles, ce sont des gens qui savent manipuler la vérité. Et c'est une victime collatérale. Il n'aura fallu que 76 heures aux policiers lillois pour remonter jusqu'au meurtrier d'Angélique Six. Une affaire qui a marqué chacun d'eux. Le fait qu'on l'ait fait en 3 jours, alors je vais pas dire que c'est une satisfaction parce que dans ce dossier, il n'y a pas de satisfaction. Il y a une amertume, un goût de... On a été salis par ce dossier, il nous a salis aussi. Satisfaction qu'il y ait une sépulture, qu'on l'ait retrouvée, qu'on l'ait rendue à ses parents et que justice soit faite pour cette petite. Mais en termes de fierté ou satisfaction, non, sur ça, on n'en a pas eu. Le 19 novembre 2021, David Rameau est reconnu coupable du viol et du meurtre d'Angélique Six. Il écope de la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Il n'a pas fait appel. Dans toutes les enquêtes criminelles, les premiers jours sont déterminants. Plus les heures passent et plus les chances d'élucider un meurtre diminuent. Pour les
À la fin des années 1970, en Amérique du Sud, une série d'événements commence à émerger dans plusieurs pays, notamment en Colombie, en Équateur et au Pérou. Des disparitions d'enfants sont signalées dans différentes régions, souvent rurales ou en périphérie des villes. Chaque cas est traité localement, avec ses propres contraintes, ses propres limites, et sans coordination internationale réelle. Au départ, rien ne permet d'établir un lien clair entre ces disparitions. Les frontières nationales, les différences administratives et le manque de communication entre les autorités empêchent toute vision globale. Chaque pays enquête séparément, chaque région avance avec ses propres moyens. Mais à mesure que les faits s'accumulent, certaines similitudes apparaissent. Des contextes proches, des zones similaires, une répétition dans les circonstances. Lentement, une hypothèse se forme, celle d'un individu mobile, traversant les frontières, opérant dans des espaces où la coordination est faible. Au centre de cette série se trouve un homme, Pedro Lopez. Un individu qui va évoluer pendant des années entre plusieurs pays sans être immédiatement identifié, profitant d'un système fragmenté à l'échelle internationale. Pedro Lopez naît en 1948 en Colombie, dans un environnement marqué par la précarité et l'instabilité. Très tôt, son parcours est influencé par des ruptures successives. Il grandit dans un contexte familial difficile, quitte rapidement ce cadre, et se retrouve confronté à une vie marquée par l'errance et l'absence de structure stable. Son enfance et son adolescence se déroulent en grande partie en dehors des repères classiques. Il passe par différents environnements, parfois institutionnels, parfois informels, sans continuité réelle. Cette absence d'ancrage contribue à construire une trajectoire instable, faite de déplacements, de changements constants, et d'une difficulté à s'intégrer durablement dans un cadre social. Au fil du temps, cette mobilité devient une caractéristique centrale de son existence. Il traverse des régions, puis des pays, sans s'installer durablement. Il s'adapte aux environnements, observe, se fond dans les contextes locaux. Cette capacité d'adaptation lui permet de passer inaperçu, de ne pas attirer l'attention, même dans des situations où il est en mouvement constant. Ce qui rend son profil difficile à détecter, c'est précisément cette absence de stabilité. Il ne correspond pas à un schéma fixe, ne s'inscrit pas dans une communauté identifiable, ne laisse pas de traces durables dans un lieu précis. Il existe dans les transitions, dans les déplacements, dans les zones où le suivi est le plus difficile. À l'âge adulte, il continue cette trajectoire d'errance, traversant les frontières, changeant de contexte, restant en marge des structures officielles. Rien, en surface, ne permet de le distinguer immédiatement d'autres individus vivant dans des conditions similaires. Mais derrière cette mobilité constante, une autre dynamique commence à se mettre en place. Silencieuse, progressive, et particulièrement difficile à détecter dans un espace aussi fragmenté. À la fin des années 1970, l'activité de Pedro Lopez s'inscrit dans une dynamique qui, au départ, échappe presque totalement à une lecture globale. Contrairement à d'autres affaires concentrées sur un territoire précis, celle-ci se déploie à travers plusieurs pays, principalement la Colombie, l'Équateur et le Pérou, ce qui complique immédiatement toute tentative de centralisation. Chaque disparition est enregistrée localement, traitée dans son contexte, sans lien établi avec les cas similaires survenus de l'autre côté d'une frontière. Ce contexte géographique est essentiel. Il crée une fragmentation structurelle, des systèmes judiciaires distincts, des méthodes d'enquête différentes, une communication limitée entre les autorités. Cette absence de coordination transforme une série cohérente en une multitude d'événements isolés. Les disparitions se multiplient, mais restent dispersées, sans jamais former immédiatement un schéma identifiable à grande échelle. Le mode opératoire de Lopez repose précisément sur cette faille. Sa mobilité constante lui permet de changer de région dès qu'un environnement devient risqué ou trop exposé. Il traverse les frontières sans difficulté majeure, se fond dans les flux de population, s'adapte aux contextes locaux. Cette capacité à se déplacer rapidement empêche toute accumulation d'indices dans un même espace. Chaque zone ne voit qu'une partie de la réalité. Il agit dans des environnements où la vigilance est limitée, zones rurales, marchés, périphéries urbaines. Ces lieux offrent une certaine anonymat, une circulation fluide, et surtout une absence de surveillance structurée.
Il peut y établir des contacts sans attirer l'attention, puis disparaître tout aussi discrètement. Cette simplicité apparente dans l'approche rend son identification encore plus difficile, car elle ne laisse pas de signature complexe ou immédiatement reconnaissable. Un autre élément clé est l'absence de communication. Lopez ne revendique rien, ne laisse pas de message, ne cherche pas à être identifié. Cette absence d'expression empêche les autorités de relier les cas par un élément symbolique ou comportemental évident. Les enquêtes reposent uniquement sur des faits bruts, souvent incomplets, et difficiles à comparer entre eux sans coordination. Au fil du temps, cependant, l'accumulation devient trop importante pour rester totalement invisible. Dans certaines régions, des enquêteurs commencent à remarquer des similitudes. Des disparitions répétées dans des contextes proches, des zones spécifiques plus touchées que d'autres. Mais ces observations restent locales, limitées, incapables de révéler immédiatement l'ampleur réelle du phénomène. Ce n'est que progressivement que l'idée d'un individu mobile, opérant à travers plusieurs territoires, commence à émerger. Cette hypothèse marque un tournant, mais elle arrive tardivement, après une longue période durant laquelle les faits se sont déjà accumulés. Pendant ce temps, Lopez continue. Avec la même logique. La même mobilité. La même capacité à disparaître d'un pays pour réapparaître dans un autre. Et c'est précisément cette circulation constante qui rend la série presque invisible. Non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est divisée. À mesure que les disparitions se multiplient en Colombie, en Équateur et au Pérou, les autorités commencent lentement à dépasser la lecture locale des événements. Ce qui, pendant longtemps, avait été traité comme une succession de cas isolés commence à susciter des interrogations plus larges. Dans certaines régions, des enquêteurs remarquent des répétitions troublantes, même contexte, même zone, même circonstances générales. Mais ces observations restent d'abord fragmentées, limitées à des espaces précis, sans coordination réelle entre les pays concernés. Dans ce contexte, l'affaire Pedro Lopez entre progressivement dans une phase de basculement. L'idée qu'un individu unique puisse être à l'origine de ces disparitions commence à émerger, mais elle reste difficile à confirmer sans un échange structuré d'informations entre les différentes juridictions. Ce manque de coordination ralentit considérablement l'identification d'un schéma global, même lorsque les similitudes deviennent de plus en plus évidentes. Le tournant intervient en Équateur, au début des années 1980, lorsqu'un événement isolé rompt la logique habituelle de discrétion. Lopez est surpris dans une situation suspecte par des habitants locaux. Contrairement aux épisodes précédents, il ne parvient pas à disparaître immédiatement. Cette intervention extérieure, imprévue, met fin à sa capacité à agir dans l'anonymat total. Il est retenu, puis remis aux autorités. Cette arrestation initiale ne repose pas encore sur l'ensemble des faits qui lui seront ensuite attribués, mais elle crée une opportunité décisive. Pour la première fois, les enquêteurs disposent d'un individu concret, dont le profil correspond aux hypothèses émergentes. Les investigations s'intensifient rapidement. Des vérifications sont menées, des déplacements retracés, des liens commencent à être établis entre sa présence et plusieurs cas antérieurs. Les interrogatoires qui suivent jouent un rôle central. Face aux autorités, Lopez fournit des déclarations qui vont profondément transformer la compréhension de l'affaire. Il reconnaît son implication dans de nombreux événements et fournit des indications permettant de relier entre eux des cas jusque-là considérés comme indépendants. Ces aveux apportent une structure à une série qui, jusqu'à ce moment, restait éclatée. Ce qui frappe dans cette phase, c'est la rapidité avec laquelle la réalité globale apparaît une fois le suspect identifié. Les éléments s'alignent, les similitudes deviennent évidentes, les zones géographiques prennent sens dans une même trajectoire. Ce qui avait été invisible à cause de la fragmentation devient soudainement clair lorsqu'il est observé comme un tout. Les autorités peuvent alors reconstruire une chronologie, relier les pays, comprendre la logique de déplacement. L'affaire change d'échelle, passant d'une série locale à un phénomène transnational. Elle attire l'attention bien au-delà des régions concernées, devenant un exemple marquant des limites liées à l'absence de coordination internationale. Mais cette clarté tardive soulève une question inévitable. Comment une série aussi étendue a-t-elle pu rester fragmentée aussi longtemps? Car une fois les liens établis, tout semble évident. Comme si la réalité avait toujours été là.
visibles, mais jamais réunis. Après l'arrestation de Pedro López en Équateur, l'affaire entre dans une phase où la réalité, jusque-là dispersée entre plusieurs pays, va être structurée et exposée. Le cadre judiciaire reste toutefois particulier, contrairement à d'autres affaires concentrées sur un seul territoire, celle-ci implique des faits répartis entre plusieurs juridictions, chacune avec ses propres règles, ses propres limites. Cette dimension transnationale complique la construction d'un procès global, mais n'empêche pas l'établissement d'un dossier solide à l'échelle équatorienne. Dès les premières étapes de la procédure, les autorités s'appuient sur les aveux de López et sur les éléments recueillis lors de l'enquête. Ces déclarations jouent un rôle central. Il fournit des indications précises sur les lieux, les contextes, les déplacements, permettant aux enquêteurs de vérifier, recouper et relier les différents cas. Ce processus transforme une série fragmentée en un ensemble cohérent, où chaque élément trouve sa place dans une chronologie plus large. Ce qui marque dans ces aveux, c'est leur ampleur. Là où les enquêtes locales n'avaient perçu que des segments isolés, ces déclarations révèlent une trajectoire étendue, traversant plusieurs pays, plusieurs régions, plusieurs contextes. Cette dimension donne à l'affaire une portée exceptionnelle, mais elle met aussi en évidence les limites du système initial, aucune structure n'avait permis de relier ces éléments avant son arrestation. Au cours du procès, López adopte une attitude relativement stable. Il ne cherche pas à nier l'ensemble des faits, ni à construire une défense classique basée sur la contestation systématique. Il décrit, explique, parfois avec une certaine distance, ce qui renforce l'impression d'une réalité brute, difficile à interpréter au-delà des faits eux-mêmes. Cette posture contribue à la solidité du dossier, mais elle rend aussi la compréhension de ses motivations plus complexe. Les autorités judiciaires se concentrent sur les faits commis sur leur territoire, ce qui limite formellement le cadre du jugement. Cependant, l'ombre des événements survenus dans les autres pays reste omniprésente. Même si tous ne peuvent pas être juridiquement intégrés dans la procédure, ils participent à la perception globale de l'affaire. Le procès met également en lumière une réalité plus large, celle des limites de la coopération internationale à cette époque. L'absence de mécanismes efficaces de partage d'informations a permis à une série cohérente de rester fragmentée pendant des années. Cette observation devient un point central de l'analyse de l'affaire, dépassant le cas individuel pour interroger le fonctionnement des systèmes judiciaires et policiers à l'échelle régionale. Sur le plan social, l'impact est profond. L'affaire modifie la perception du danger, notamment dans les zones rurales et les espaces considérés comme périphériques. Elle montre que certaines réalités peuvent se développer entre les frontières, dans des zones où les systèmes ne communiquent pas suffisamment entre eux. Cette prise de conscience dépasse le cadre du procès et influence durablement les approches en matière de sécurité et d'enquête. Le verdict est prononcé en Équateur. Pedro López est reconnu coupable et condamné selon la législation en vigueur, qui limite la durée maximale de détention. Cette décision marque une conclusion judiciaire formelle, mais elle laisse une impression d'incomplétude, liée à l'ampleur réelle des faits par rapport au cadre du jugement. Comme dans de nombreuses affaires de ce type, la condamnation apporte une réponse. Mais elle ne répond pas à tout. Elle fixe les faits, sans épuiser les questions. Et surtout, elle met en lumière une réalité essentielle. Ce n'est pas seulement l'individu qui a permis à la série d'exister, mais aussi l'espace entre les systèmes qui n'ont pas su la voir à temps. Après le procès et la condamnation de Pedro López, l'affaire entre dans une phase où la dimension judiciaire laisse place à une réflexion plus large. Officiellement, le dossier est clos dans le cadre équatorien, les faits retenus ont été jugés, la responsabilité établie, la procédure achevée. Pourtant, cette clôture formelle contraste avec l'ampleur réelle de la série, qui dépasse largement les limites d'un seul territoire. Avec le recul, les enquêteurs et les analystes reviennent sur les premières années de l'affaire. Ils examinent les disparitions signalées dans différents pays, les dossiers ouverts séparément, les éléments qui existaient déjà mais n'avaient jamais été reliés. Ce travail met en évidence une réalité centrale, la série n'était pas invisible, elle était fragmentée à l'échelle internationale. Chaque pays détenait une partie de la vérité, mais aucun ne possédait l'ensemble. Cette fragmentation devient la clé de compréhension de l'affaire.
Elle explique comment une trajectoire cohérente a pu se développer sur plusieurs années sans être identifiée comme telle. Les frontières, les différences administratives, l'absence de coordination ont transformé une série unique en une multitude de cas isolés. Ce n'est qu'après l'arrestation que les éléments ont pu être réunis, donnant une vision complète de ce qui s'était réellement passé. Sur le plan institutionnel, cette prise de conscience entraîne une réflexion plus large sur la coopération entre États. L'affaire devient un exemple des limites liées à l'absence de communication structurée. Elle montre que certaines réalités ne peuvent être comprises qu'à travers une approche globale, dépassant les cadres nationaux. Sur le plan humain, l'impact reste profond et dispersé, à l'image de l'affaire elle-même. Les victimes appartiennent à différents pays, à différentes communautés, ce qui rend la mémoire fragmentée. Chaque région conserve sa propre perception des événements, son propre récit, sans qu'une mémoire unique ne s'impose totalement. Le profil de Lopez continue d'être étudié, mais comme souvent, aucune explication unique ne permet de rendre compte de l'ensemble. Sa mobilité, son adaptation, sa capacité à évoluer entre les systèmes restent des éléments centraux, mais insuffisants pour expliquer pleinement la durée et l'ampleur de la série. Avec le temps, l'affaire dépasse son contexte initial pour devenir une référence plus large. Elle illustre non seulement une trajectoire individuelle, mais aussi les conséquences d'un manque de coordination face à des événements dispersés. L'histoire de Pedro Lopez donne l'impression d'être résolue, un individu identifié, arrêté, jugé, condamné. Une série interrompue, une chronologie reconstruite, une réponse judiciaire apportée. Mais derrière cette conclusion apparente se cache une réalité plus complexe, liée non pas seulement aux faits eux-mêmes, mais à la manière dont ils ont existé pendant des années sans être compris dans leur globalité. Car rien, dans cette affaire, n'était totalement invisible. Les disparitions étaient signalées, les enquêtes ouvertes, les éléments analysés. Chaque pays détenait une part de la réalité, chaque région avait enregistré des faits, parfois troublants, parfois répétitifs. Mais ce qui manquait n'était pas l'information, c'était le lien. Les événements existaient, mais ils n'existaient pas encore ensemble. Cette absence de connexion est au cœur de ce qui a permis à la série de se développer. Entre la Colombie, l'Équateur et le Pérou, les frontières ont agi comme des barrières invisibles, séparant les informations autant que les territoires. Chaque système fonctionnait à son échelle, sans pouvoir accéder à une vision d'ensemble. Une série cohérente s'est ainsi transformée en une multitude de cas isolés, incapables de révéler leur véritable nature tant qu'ils restaient dispersés. Ce n'est qu'après l'arrestation que tout s'aligne. Les éléments se rejoignent, les similitudes apparaissent, les trajectoires prennent sens. Ce qui semblait fragmenté devient soudainement structuré. Mais cette clarté arrive après coup. Elle ne prévient pas, elle reconstitue. Elle ne stoppe pas à temps, elle explique ce qui s'est déjà produit. Ce qui marque profondément dans cette affaire, ce n'est donc pas seulement son ampleur, mais cette capacité à exister dans les espaces entre les systèmes. Une réalité visible localement, mais invisible globalement. Une accumulation de faits qui n'ont pris sens qu'au moment où ils ont été réunis, une fois la série déjà achevée. Au fond, l'affaire Pedro Lopez ne laisse pas seulement une trace judiciaire. Elle laisse une idée persistante. Que certaines vérités ne se cachent pas réellement. Mais elles restent incomplètes tant qu'elles ne sont pas reliées. Et parfois, ce lien arrive trop tard. Lorsque tout est déjà terminé. Lorsque la réalité est enfin claire. Mais qu'elle appartient déjà au passé.